Pour moi, l'art, c'est quelque chose de vivant. C'est pas que dans les livres que ça se passe. J'aime me plonger dans la vie amoureuse des artistes parce que ça me donne l'impression de les côtoyer d'une manière plus intime. Ils en deviennent humains et non plus élevés au rang de demi-dieux descendus de l'Olympe. Ils sont comme nous de simples mortels avec des doutes, des espoirs, des déceptions, mais surtout avec des élans créatifs qui viennent sublimer leurs émotions. Et à mes yeux, il n'y a pas de meilleure manière de connaître un artiste et son œuvre en s'imprégnant des lieux où il a vécu. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dans cette série de vidéos. Ceux qui me suivent connaissent la recette par cœur. Parler d'art sous l'angle de l'amour et de la mort. On parle d'abord de l'œuvre de l'artiste et de sa vie amoureuse, et on finit presque toujours, quand c'est possible, par déposer des fleurs fraîches sur sa sépulture en guise d'hommage symbolique. Je t'ai emmené en Belgique sur les traces de René Magritte, puis dans une folle randonnée en Suisse, la Senda Segantini, où j'ai fait 74 km sur les traces du peintre Giovanni Segantini. Puis je t'ai emmené dans une quête un peu plus personnelle sur mes origines avec une immersion en Pologne dans la vie du peintre Zdzisław Beksiński. Trop souvent résumé à quelques éléments biographiques certes vrais mais assez réducteurs, comme sa fascination pour la chair fraîche, sa vie festive autour de l'alcool et des excès, son goût prononcé pour le casino et son rapport à l'argent, tantôt dépensier, tantôt généreux, mais surtout son orientation sexuelle, son masochisme et ses histoires d'amour tragiques. Laisse-moi te faire découvrir dans cet épisode la vie et l'œuvre de l'artiste peintre irlandais Francis Bacon. Francis Bacon est né le 28 octobre 1909 dans cette clinique de Dublin, au 63 Lower Baggot Street. On peut retrouver le récit de sa vie dans cette biographie très complète intitulée Revelations de Annalyn Swan et Mark Stevens. Alors, ce qui revient très souvent dans l'histoire de Bacon, c'est sa relation avec son père, ou plutôt, je dirais, l'absence de relation. La famille Bacon est composée de Edward Bacon, un commandant de l'armée britannique à la retraite, qui a décidé de s'installer en Irlande en 1904, suite à son mariage avec Winifred Firth, une riche héritière. Il est venu en Irlande parce qu'il voulait s'établir en tant qu'éleveur et entraîneur de chevaux. Bacon a souvent parlé de sa vie de famille en la décrivant comme assez froide et tendue. Son père s'intéressait surtout à l'entraînement de ses chevaux de course et aux courses elles-mêmes. Mais il est vrai que sa relation avec son fils Francis était tendue. Et comme les deux frères de Francis sont morts jeunes, il est devenu son fils unique et la relation père-fils était assez difficile. Bacon souffrait d'asthme chronique lorsqu'il était enfant. En fait, ça a duré toute sa vie. Cette maladie l'a amoindri aux yeux de son père, dont la vie tournait autour des chiens et des chevaux, auxquels Bacon faisait une réaction allergique. Donc leur relation était toujours tendue. Son père découvre son homosexualité et le rejette. Et le hasard tragique a voulu que ses deux frères meurent prématurément et que le seul fils restant, entre guillemets, soit celui avec lequel il avait le moins d'affinité. Son petit frère Edward meurt le 21 février 1927. Edward est tombé malade à son école Cheltenham College. Il meurt de rougeole et bronchite capillaire. Ses parents ont rapatrié son corps en Irlande, où il a été enterré dans le cimetière Traffan Parish Church. Et Bacon, il avait très bien conscience qu'il n'était pas le préféré de la fratrie. Il dira « Je me rappelle la seule fois où mon père a montré une once d'émotion fut lors de la mort de mon petit frère Edward. Il adorait mon petit frère. » Sous-entendu aux antipodes de ce qui semblait éprouver pour lui. En l'espace de 2 ans, il y aura 3 morts qui vont indéniablement le marquer. Celle de son petit frère qui ravive une blessure dans la fratrie, celle de sa grand-mère Granny Supple, et celle de son grand frère Harley, qui, contrairement à lui, partageait des intérêts communs avec son père. Bacon pensait à la mort chaque jour de sa vie. Mais la vie est cruelle. Et si par hasard, Plus cruel que vos peintures. beaucoup plus cruelle. Et on s'est vraiment contente pas de ce côté de ma peinture. Il faut penser à la vie. Et on passe la vie bras dessus avec la mort. La mort nous accompagne toujours. Toujours. Après avoir quitté Dublin, il va vivre à Londres, où il travaille en tant que designer et décorateur. Et c'est par cette porte d'entrée qu'il va exercer son œil d'artiste. Bacon s'est dit très tôt influencé par le design français. Il a également précisé que le post-cubisme, mais aussi le Bauhaus, l'avait marqué et avait constitué d'importantes sources d'inspiration.
Parallèlement, le travail de Francis Bacon est alors remarqué par un numéro de la revue d'art britannique The Studio intitulé « Le style 1930 dans la décoration d'intérieur britannique », qui salue le caractère étonnamment avant-gardiste de ses créations d'intérieur. Ces meubles sont principalement influencés par le travail de designers de l'époque comme ceux de Pierre Charot, Eileen Gray, Le Corbusier, André Lursa, Robert Mallet-Stevens ou encore Charlotte Perriand. Les années 40 sont pour lui une sorte de traversée du désert, entre échecs et expérimentations qui vont lui permettre d'affiner son style. Vers l'âge de 30 ans, il va connaître un passage à vide, une période de doute quant à sa capacité à créer, et il va le signifier avec un acte fort. Il retourne les tableaux vers le mur de manière à ce que personne ne puisse les voir. En 1940, son asthme l'empêche d'effectuer son service militaire et pendant la Seconde Guerre mondiale, il est affecté à la protection civile en Angleterre en 1941. Mais c'est durant sa retraite dans une maison à la campagne londonienne dans les années 40 qu'il va reprendre des forces créatives, expérimenter et advenir à lui-même en tant qu'artiste. Pour comprendre l'œuvre de Bacon, il faut s'imprégner de sa philosophie de vie. Bacon avait une vision nietzschéenne du monde, c'est-à-dire en lien avec la philosophie du penseur Nietzsche. La philosophie de Nietzsche en 2 mots, rien n'a d'importance, donc autant être extraordinaire. Je te laisse avec Léa Waterhouse du conte Philomène la danse pour comprendre la pensée de Nietzsche. Je pense que tous les idéaux, qu'ils soient philosophiques, politiques, religieux, ont tous la même finalité, celle de créer un au-delà qui serait meilleur que l'ici-bas. C'est pourquoi il le proclame haut et fort, Dieu est mort. Car plutôt que de nier le vrai réel au profit d'un paradis qui serait mieux, il préfère assumer le réel et le vivre tel qu'il est. La manière dont Nietzsche voit le réel est nihiliste, c'est-à-dire qu'il soutient que la vie n'a ni sens, ni valeur, ni vérité absolue. Le nihilisme, en rejetant tout sens et valeur à la vie, peut pousser la société à la décadence en privant l'homme de motivation et de repères pour vivre. Et c'est là où l'homme se transforme en horreur. Le premier visage de la décadence, c'est l'homme. Nietzsche expose donc dans sa philosophie l'homme à une réalité brute de la vie, sans consolation. C'est exactement ce que fait Bacon dans son œuvre aussi. Il exprime dans ses toiles un monde qui serait dépourvu d'ordre moral. Tous les deux finalement dénoncent la cruauté du réel. Nietzsche insiste aussi dans sa philosophie sur la volonté de puissance. C'est une force qui pousse l'individu à s'affirmer et à se développer malgré l'absurdité de la vie. Bacon, dans son processus créatif, applique le même principe. Il réinvente les formes humaines et la chair comme si elle était en mouvement et en perpétuelle mutation. Enfin, Nietzsche pense que l'art est un moyen d'affronter le réel plutôt que de l'embellir. Bacon partage clairement cette approche. Il refuse toute idéalisation et représente le corps humain avec sa vulnérabilité, souvent dans des postures de douleur ou d'aliénation d'abord, et très loin des figures classiques et héroïques qu'on peut retrouver dans des toiles. Enfin, un dernier point de la philosophie de Nietzsche est l'idée du surhomme. Le surhomme, c'est celui qui parvient à se libérer des anciennes valeurs et à en créer des nouvelles. Finalement, c'est un idéal de dépassement de soi, de transformation et de création, aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'œuvre de Bacon. Nietzsche nous invite donc à abandonner les illusions, prendre en main notre destin et vivre pleinement sans peur des anciennes normes. Et le fruit de cette réflexion, c'est un résultat multifactoriel à remettre dans son contexte. Certes, Bacon ne croyait pas en l'au-delà et voyait les êtres comme des sortes de tas de chair ambulants, mais il y a de toute évidence la Seconde Guerre mondiale qui va montrer de quoi sont capables certains êtres humains, c'est-à-dire de commettre les pires atrocités telles que la Shoah, qui ne le confortera que davantage dans ses croyances de base à ce sujet. Et à ça s'ajoute un effet de sidération post-Seconde Guerre mondiale qui va sûrement influencer son œuvre. Cette froideur clinique portée sur le monde, ce désarroi et cet abattement après avoir vu et vécu tant d'horreurs, le tout noyé dans un Londres asphyxié par la poussière, un monde grisonnant, sans nuance où tout se confond, pire cauchemar du peintre asthmatique, poison insidieux qui pouvait lui être fatal. L'impact de Nietzsche sur la pensée de Bacon a été majeur. Il se reconnaissait dans ses écrits et sa vie résonnait en lui à un niveau plus intime et personnel. Nietzsche attaquait la même société qui aliénait Bacon. Et les affirmations de Nietzsche sur le pouvoir et la faiblesse résonnaient en lui, que ce soit par rapport à sa vision du monde ou en tant qu'homosexuel et asthmatique. Bacon voyait en Nietzsche un modèle, lui qui avait été très malheureux en amour. Et cette poussière, il finira par en tirer avantage et par l'intégrer à sa peinture à ses débuts, qui lui donnait un rendu sablonneux. De temps en temps, il travaillait sans pinceau pour que rien ne puisse se mettre entre lui et le sujet représenté. Il ajoutait de façon expérimentale, mais avec de plus en plus de connaissances à mesure que ses compétences grandissaient.
une quantité d'huile, d'eau et de poussière nécessaire pour animer la chair ou pour l'aider à générer une image puissante. Si la peinture devenait ratée à son goût, il n'hésitait pas à prendre un chiffon et essuyer la toile sans regarder, pour créer un résultat inattendu, inspiré d'une approche surréaliste. Et cette vision du monde chez lui était assez ambivalente quand on se plonge dans sa philosophie de vie. L'œuvre qui marque un tournant dans sa carrière et qui synthétise cette philosophie est 3 études de figure au pied d'une crucifixion. Réalisée en 1944, on y retrouve beaucoup d'éléments visuels clés qui seront ensuite développés dans son œuvre. Les bouches qui laissent échapper un cri, les fonds colorés vifs, les déformations de la chair et les intérieurs vides, voire liminaux. On peut d'ailleurs y voir un clin d'œil à son ancien métier de designer avec l'utilisation quasi systématique de mobilier dans de nombreuses œuvres. Bacon a développé une grammaire visuelle inspirée de différentes sources qui vont littéralement l'obséder, parmi lesquelles les artistes qu'il admire, dont Rembrandt, Velázquez, Van Gogh, Goya ou encore Picasso, ou encore le film Le Cuirassé Potemkin d'Eisenstein, et plus précisément ce qu'on appelle la scène des escaliers, qui lui aurait inspiré les cris existentiels de ses personnages. Mais encore cette œuvre de Van Gogh qui s'appelle Le peintre sur la route de Tarascon, avec cette ombre caractéristique qu'on retrouvera dans de nombreuses œuvres. On peut également citer l'œuvre de Poussin, Le massacre des innocents, mais aussi les photographies qui décomposent le mouvement d'Edward Muybridge. Et puis c'est quasiment impossible de parler de l'œuvre de Bacon sans parler de la fameuse œuvre de Velázquez, Le pape Innocent X. Bacon va être obsédé par cette œuvre, il va la réinterpréter une 50aine de fois. Donc, cette œuvre elle a été réalisée donc par Diego Velázquez, peintre espagnol dont il est d'ailleurs question dans ce documentaire sorti en 2025 qui s'appelle L'énigme Velázquez. Dans le livret qui accompagne la sortie du film, on peut lire que beaucoup de peintres ont été grandement inspirés par Velázquez. On peut citer Manet, qui, je cite, le qualifiait de peintre des peintres, ou encore Gustave Courbet qui, quant à lui, affirmait qu'après avoir vu son œuvre, on n'avait plus envie de peindre. Ou encore Salvador Dali, qui, pour sa part, le plaçait au sommet, n'hésitant pas à déclarer qu'il n'existait que 2 génies en peinture, Velázquez et lui-même, tout en arborant une moustache semblable à celle du maître espagnol. La légende autour de cette œuvre est la suivante. On raconte que le pape s'exclama en la voyant « È troppo vero », ce qui signifie « c'est trop vrai », tant ses œuvres étaient vivantes. Velázquez était connu pour, je cite, « pénétrer psychologiquement ses modèles pour faire ressortir les aspects profonds de leur personnalité ». Un peu comme Jacques-Émile Blanche après lui. C'est un peintre qui s'était spécialisé dans le style du portrait, et certains de ses commanditaires étaient mal à l'aise du résultat. Pas qu'il soit raté, juste qu'il révélait quelque chose qu'il préférait cacher, comme si ses portraits perçaient à jour leur sujet. Ça s'explique sûrement par le passé du peintre et de sa filiation avec son grand-père psychiatre et son père qui travaillait en tant qu'aliéniste. C'est un ancien terme qui désignait les médecins qui traitaient les malades mentaux. Johann Naldi, dans son livre « L'unique portrait de Jack l'Éventreur », l'appelle « le peintre qui percevait les âmes ». Et ça m'a d'ailleurs fait penser aux œuvres de Lucian Freud, un des meilleurs amis de Bacon, petit-fils de Sigmund Freud, qui avait une façon très habitée de peindre la chair, comme si la matière qu'il peignait était vivante. Cette œuvre, elle va grandement inspirer Francis Bacon avec son étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez, laissant échapper un cri sourd existentiel. Donc, je m'appelle Marta De Giacomi, je suis historienne d'art à la Fondation Piaget Granada depuis pratiquement 40 ans. Alors, nous sommes ici au début de l'exposition devant donc, des œuvres de la fin des années 40, lorsque la carrière de Bacon commence vraiment à démarrer avec une série donc, de 6 têtes. Nous avons ici la tête numéro 6 qui est très importante puisque c'est la première fois que Bacon va paraphraser la plus haute instance religieuse, le pape. Et ce tableau va tellement le hanter qu'il va pendant 20 ans paraphraser donc la dignité du pape. Cette haute instance religieuse est carrément réduite à un pauvre être qui hurle sa douleur, dont le cri semble étouffé dans une cage, déjà la bouche grande ouverte. Donc déjà pour Bacon, la bouche était pour lui un organe crucial, organe avec lequel on parle, avec lequel on boit, avec lequel, voilà, donc organe sexuel aussi, bien entendu. Il était vraiment aussi obsédé par les bouches. Il possédait même un ouvrage médical sur les maladies de la bouche et disait même qu'il aimerait savoir peindre le cri comme
Monet peint les couchers de soleil. Donc, pour pousser encore le ridicule plus loin, un petit pompon semble lui chatouiller le nez. Malgré tout le temps qu'il passa à Ostia, il n'alla jamais voir l'œuvre originale de Velázquez, la source de beaucoup de ses œuvres, préférant se reposer sur des photos. En gros, Velázquez avait mis la barre si haute qu'il était à la fois un modèle de ce qu'il fallait faire et incarner en tant que peintre, mais pouvait aussi décourager des jeunes peintres dans l'entreprise de leur ouvrage. Alors, il faut savoir que Bacon n'avait pas de formation académique, ce qui lui a finalement permis une grande liberté dans la réalisation de ses œuvres et qu'il travaillait principalement d'après des photographies, notamment des clichés de Deakin, un ami à lui, qui photographiait les gens qu'il aimait, contrairement à son ami Lucian Freud, qui lui peignait principalement d'après modèles vivants, aussi bien des intimes que Kate Moss ou encore la reine d'Angleterre. Chez Bacon, on va retrouver des thèmes récurrents: la crucifixion, les papes, les cages, le mobilier design, les businessmen, la chair, les ombres et les flèches, les portraits déformés, les bouches ouvertes, mais aussi les gens qu'il aime. Et concernant la forme, on associe principalement Bacon à la forme du triptyque. Bacon se réapproprie ce format qu'on attribue à la peinture classique et qui est une œuvre qui se décline normalement en 3 panneaux distincts, liés les uns les autres avec des charnières, pour permettre le repli de l'œuvre sur elle-même, qu'on retrouve normalement dans des lieux de culte comme des cathédrales ou encore des églises. Et sous cette forme, le chiffre 3, il est censé faire référence à la Trinité dans la religion chrétienne. Ce qui peut être considéré comme assez ironique quand on connaît la position de Bacon au sujet de Nietzsche et de la religion, comme évoqué tout à l'heure. Dans le quartier de South Kensington à Londres, se trouve l'atelier de Bacon qu'il a occupé jusqu'à sa mort en 1992. Il se trouve au 7 Rhys Mews. Et ce qui est fou, c'est qu'il est resté intact jusqu'en 1998, avant qu'il ne soit complètement déplacé à la Hugh Lane Gallery à Dublin. L'atelier de Bacon était réputé pour être petit, le sol jonché de photos maculées de peinture, de taches de peinture directement apposées sur les murs, avec des inscriptions qui donnaient l'impression de rentrer dans des grottes de Lascaux mais version londonienne. L'atelier a fait l'objet d'une véritable fouille archéologique où chaque strate a été méticuleusement débarrassée de son contenu pour inventorier chaque photo dans des archives. L'atelier a été fidèlement reconstitué dans ses nouveaux locaux et est resté tel qu'il était à la mort de Bacon. Il abrite des centaines de photographies, de documents, de livres, de matériel et d'outils de peinture, des œuvres de Bacon et des reproductions d'œuvres d'autres artistes tels que Picasso et Velázquez. Dans son atelier, Bacon a accumulé des artefacts et objets culturels très divers, retrouvés parmi des vêtements, comme les chaussettes qu'il utilisait pour peindre. Tout était dispersé dans ce que l'artiste appelait un chaos ordonné, expression qu'il utilisait pour décrire non seulement son atelier, mais aussi son approche de la peinture. C'est l'un de ses derniers compagnons, John Edwards, avec qui il entretenait sur la fin une relation davantage filiale, qui est devenu l'héritier de l'œuvre de Bacon. Alors, Bacon va rencontrer John Edwards au milieu des années 1970, 40 ans de moins que lui. John Edwards était un barman, mais qui n'avait pas beaucoup de culture. Il n'avait aucune idée ni de la littérature, ni de la peinture, donc contrairement donc à Bacon lui-même et ses amis. Et donc, ils vont se rencontrer, et puis ça va être un peu donc une relation qui va vraiment durer longtemps et qui va petit à petit se développer dans une relation plutôt père-fils. Ils étaient très très proches ensemble, sortaient beaucoup ensemble. Et à la mort de Bacon, John Edwards va hériter la totalité, donc tout ce qui se trouve dans son atelier, des tableaux par-ci par-là. Alors nous sommes devant vraiment une période tardive de Bacon, où on voit dans ce portrait de 1988 que le personnage est beaucoup moins déformé, hein, donc beaucoup plus un certain retour vers la réalité. Et juste à côté, nous avons aussi le dernier portrait de John Edwards, d'ailleurs un peu le visage de face et de profil. Et vous voyez aussi les traces du velours côtelé, car Bacon travaillait donc d'une manière totalement non orthodoxe. Donc il épongeait la peinture fraîche, soit avec son pull en cachemire ou avec du velours côtelé. Lucian Freud était le petit-fils du psychiatre Sigmund Freud, ce qui explique peut-être sa façon de peindre très analytique, très détaillée, qui rend la chair quasi palpable et vibrante. Son style n'a pas toujours été comme ça, et d'ailleurs on peut le voir dans ses premières œuvres qui sont visibles au Tate Britain.
Il y a un documentaire France TV qui retrace d'ailleurs leur histoire d'amitié. Ce que je retiens de leur amitié, c'est qu'ils avaient une admiration l'un envers l'autre qui va les pousser à se peindre mutuellement. Ce que je retiens aussi, c'est que Freud, il a jamais voulu se défaire de l'œuvre qui s'appelait Deux figures de Bacon qu'il a acquis. Il voulait vraiment pas s'en séparer, même le temps d'une exposition, ce qui montre son attachement à cette œuvre en particulier et l'ayant vite identifié comme étant un chef-d'œuvre. En 2001, peu avant sa rétrospective à la Tate, il va organiser sa seule et unique performance artistique. Il a fait coller 2500 affiches dans tout Berlin pour espérer retrouver le portrait qu'il avait fait de Bacon. Surmonté du mot wanted et la promesse de 300 000 Deutschmarks, soit environ 150 000 euros, pour toute information sur sa localisation. Il semblait très attaché à cette œuvre car on peut retrouver un croquis qui date de 1967 de cette affiche, dessiné grossièrement sur la page de garde d'un exemplaire des sonnets du poète américain John Berryman, aujourd'hui conservé à la National Portrait Gallery. Et Anne Dunn, une amie des deux intéressés, confirmera qu'il n'y avait rien de sexuel entre eux. Apparemment, elle aimait ces deux hommes individuellement, mais les deux réunis étaient insupportables comme, je cite, deux jeunes amoureux qui pensent détenir un secret. Luciane Freud repose au cimetière de Highgate à Londres. Alors, je suis allée voir sa tombe, mais la famille ne souhaite pas qu'elle soit filmée. Et ce choix, c'est vraiment à l'image de Luciane Freud parce que c'était quelqu'un de très protecteur sur sa vie privée et ça respecte donc la personnalité du défunt. En 1935, il se confie à sa cousine et confidente Diana Watson. Désormais, tout est possible. La seule chose qui semblait impossible était le fait de nouer des relations intimes avec quelqu'un. Ce qui caractérise certaines de ces relations, c'est l'incapacité à vivre ensemble et pourtant l'impossibilité d'être trop longtemps séparés. Dans l'histoire de l'art, on peut citer l'exemple avec Unica Azurn et Hans Bellmer, qui connaissaient cette même dynamique relationnelle faite de rapprochement, de crise, de séparation et de retrouvailles. Et cette zone grise de l'amour où Hans Bellmer plaçait la fragile Unica dans des poses SM dans ses photos, tout en reconstituant ses œuvres lorsqu'elle les détruisait dans un accès de colère et de rage. Alors, Peter Lacy était la première très longue relation qui va durer pratiquement une décennie, donc du début des années 50 jusqu'au début des années 60. C'était une relation, je dirais plutôt malsaine, extrêmement violente, une relation dans laquelle les deux amants qui pratiquent un peu sadomaso, mais c'était une relation qui était plutôt nocive, aussi bien pour l'un pour l'autre. Et Bacon, à un moment donné, se disait donc il faut arrêter, donc il ne pouvait plus. Et surtout, Peter Lacy devenait extrêmement dangereux quand il commençait à boire. Peter Lacy détruisait parfois aussi dans des rages les tableaux, les toiles de Bacon. Il avait des batailles aussi, des luttes entre les deux. Donc une fois, Bacon avait failli perdre l'œil dans une telle bataille. Bref, mais Peter Lacy va occuper, va occuper une grande partie dans l'œuvre de Bacon. Alors nous avons ici un grand format, figure assise, qui date de 1961. Et c'est le premier tableau que Bacon va peindre dans son nouvel atelier à Rees Mews, qu'il occupait à partir de 61 pendant 30 ans. Et là, vous le voyez assis dans un beau costume, le visage est complètement défait aussi un peu de peur. Et Bacon, d'ailleurs, disait lui-même, alors que Peter Lacy était quelqu'un de très névrotique, presque hystérique, et que cela s'est peut-être transmis dans les tableaux. Et en effet, donc cet état un peu psychotique donc se révèle très très bien dans cette toile. Ensuite, Peter Lacy va s'expatrier à Tanger, où les pratiques homosexuelles étaient à l'époque encore pas mal tolérées, et où Francis Bacon va le rejoindre plusieurs fois. En octobre 1971, le Grand Palais à Paris préparait une très importante rétrospective de Francis Bacon avec plus de 110 œuvres, un truc énorme. Francis Bacon et son amant, George Dyer, vont se rendre à Paris, vont occuper une suite à l'hôtel des Saint-Pierre. Et Bacon avait demandé à un de ses amis de ne pas laisser seul George Dyer parce que George Dyer était quelqu'un de fragile. Il était très sensible, mais très fragile aussi.
aussi, qui s'adonnait aussi donc, à la boisson, qui prenait pas mal aussi de stimulants, de médicaments. Lorsque Bacon est rentré tard dans la chambre d'hôtel, dans la suite, donc il a trouvé son amant George Dyer mort sur les toilettes. Et dans ce triptyque, avec une précision donc fulgurante et épouvantable, il décrit les derniers instants de George Dyer. Alors à gauche, le voici vraiment plié sur lui-même, la tête entre les deux jambes, aussi expression de douleur, avec le fond noir, donc symbole de la mort, hein, qui l'aspire déjà. Ensuite, au milieu, les derniers instants aussi agonisants. Vous voyez, il était déjà aspiré par la mort, par le noir, l'ampoule assez glauque. Hein. Et regardez aussi cette ombre qui ressemble à une rapace ou bien à une chauve-souris. Bacon disait lui-même aussi en fait, que ces ombres symbolisaient les furies dans Orestie d'Échille. C'était donc cette tragédie grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ l'avait énormément marqué. Sur le panneau de droite, George Dyer est en train de vomir dans le lavabo parce que on a trouvé des traces de vomi donc dans la salle des bains. Alors, c'est une œuvre très importante aussi. En fait, il existe trois triptyques noirs, appelés triptyques noirs, réalisés assez brièvement, donc après le suicide de George Dyer. Mais celui-là est le plus, le plus effrayant et le plus précis, le plus sobre aussi en même temps. L'ironie tragique de la vie amoureuse de Bacon, elle réside dans ce motif répétitif. Celui de perdre l'être aimé la veille d'un grand succès personnel. Quelques heures après l'inauguration de sa monographie à la Tate de Londres, en 1958, Bacon a reçu un télégramme annonçant la terrible nouvelle. Un coup dur dont le peintre ne se relèvera jamais vraiment. Lacey l'avait quitté, et cette fois pour toujours. Il en va de même pour son compagnon George Dwyer, qui se suicide quelques jours avant sa grande rétrospective au Grand Palais en 1971. Les circonstances de sa mort demeurent floues, mais le compte-rendu du médecin légiste maintient que malgré les apparences, sa mort était bel et bien un accident. La cause de la mort était une crise cardiaque et une cirrhose du foie, et que son corps n'a pas toléré le cocktail alcool et barbiturique qui lui sera fatal. La perte de George Dwyer va indéniablement l'affecter, comme en témoigne cette note dans son carnet. George Dwyer est mort dans cet hôtel, et Francis Bacon va tisser un lien étroit avec cet hôtel et ne va avoir de cesse d'y retourner pendant des années bien après l'incident. Francis Bacon va payer l'intégralité des frais inhérents à l'enterrement de George Dwyer, du rapatriement de son corps de la France à l'Angleterre. Lors de son enterrement, Bacon ne laissera transparaître aucune émotion, bien qu'il était en réalité dévasté et rongé par la culpabilité. Il avait laissé George assez fragile et sans supervision, alors qu'il avait expressément demandé à son ami le photographe Dickin de le surveiller. Il repose aux côtés de ses parents dans un cimetière de Londres, dans le quartier de Newham. Il a malheureusement été le premier à reposer dans cette sépulture, ce qui n'est pas dans l'ordre des choses. Bacon adorait Paris. Il s'installera d'ailleurs rue Birague durant plusieurs années. Il reviendra également régulièrement à l'hôtel des Saints-Pères pour des séjours plus ou moins longs au fil de sa vie. Je suis arrivée en 72. Alors donc je l'ai vu pratiquement sur la fin de ses séjours. Comme vous pouvez deviner, c'était après l'accident, enfin bon, ce qui est arrivé, l'événement qui était arrivé en 71. Donc il était déjà pas de la même humeur et puis aussi il venait tout en essayant d'être fidèle à ses séjours d'avant, mais en préparant, je vous dis, quelques années après, il est parti dans le Marais et il a quitté l'hôtel. C'était en 93 que je suis devenue directrice de l'hôtel, jusqu'à 2019. Et la directrice qui avait besoin de personnel à l'époque, qui a très bien connu Francis Bacon, malheureusement, il y a eu cette chose qui s'est passée et qui est arrivée à un moment crucial pour lui. C'était la présentation au Grand Palais, l'exhibition au Grand Palais. Ah oui, il n'est pas venu juste avant C'était un client très fidèle de l'hôtel. Monsieur Bacon est venu par la suite, bien forcément. Cette fois-ci, il venait seul. Et on sentait que ces séjours étaient... Alors elle faisait tout pour que ce séjour soit... disons qu'il y avait
une sorte d'alliance entre les deux. Et moi, je voyais bien qu'il avait une considération pour elle. Et il lui envoyait, avant d'arriver, il envoyait des dizaines de roses. Nous, on voyait qu'il allait arriver parce qu'on voyait le bouquet de roses arriver. On savait que bon, il n'y a pas beaucoup de clients qui vont se voir des bouquets de roses. Enfin, j'avais pour lui un peu d'admiration. En même temps, je me posais des questions. Même envers nous, il était très, très généreux. Donc, il avait une générosité et en même temps, il ne s'imposait pas, vous voyez. Il passait par la réception presque furtivement. Et on sentait qu'il était dans son monde, quoi, dans un monde un peu, le monde de Bacon, quoi, le monde de sa peinture. Bon, on lui donnait la clé, mais pas exigeant non plus. Hein. Il venait surtout au moment où il avait des expositions, où il sortait assez tard le matin. Il attirait aussi, quand il était là, il y avait les têtes célèbres dans son domaine. J'ai vu des descendants de la famille Picasso, j'ai vu Jean Dubuffet, qui forcément, c'était l'époque où les peintres avaient beaucoup d'importance. Il y avait le yin et le yang. Et il y avait, d'un côté à côté, il avait même un regard des fois un peu froid, etc. Et de l'autre... Ce sont les docteurs Stanley père et Paul Brass fils qui vont prendre soin de lui pendant plus de 50 ans. Bacon souffrait d'asthme dès son plus jeune âge, puis adulte en 1935 de nausées chroniques. Il avait le système nerveux en vrac et l'estomac noué, tant et si bien qu'il ne pouvait même pas dormir. Sa santé mentale a été également impactée et il recevait régulièrement des traitements pour l'anxiété. Dans les années 60, il se confie à son médecin, le docteur Brass, et lui dit qu'il a l'impression de perdre le contrôle sur sa vie, disant, je cite, qu'il vivait au bord d'un volcan. Son docteur lui prescrit en intraveineuse une forte dose d'équanil, un tranquillisant utilisé pour traiter les symptômes de la nervosité et de l'anxiété. Dans le catalogue de l'exposition consacrée à Bacon à la Fondation Gianada, on peut retrouver des allusions à la vie intime de Bacon, notamment sur ses pratiques sexuelles avec George Dwyer. On retrouve notamment un compte-rendu d'examen clinique de la consultation et la prescription qui s'ensuit. D'ailleurs, dans les comptes rendus et leurs ordonnances, les médecins de Bacon montrent explicitement qu'ils savent ce que Bacon entend quand il dit qu'il est tombé et que cela n'est pas étranger à son masochisme. Masochisme qu'on attribue en partie à de la violence infantile reçue par son père sous la forme de fessées et aussi par l'absence de démonstration affective de sa mère. Francis Bacon meurt le 28 avril 1992 à 9h du matin dans une clinique à Madrid. Il avait expressément exprimé ses dernières volontés à son amie de longue date, Henrietta Moraes. « J'ai un problème. Est-ce que tu t'y connais en matière d'organisation de funérailles ?» Moraes dit qu'elle n'en savait rien. « Quand je vais mourir, dit-il, je veux rien pour mon enterrement. Comment je peux faire ?» Elle dit « Je suppose que tu dois voir cela avec ton notaire. Mon notaire est en vacances. » Il insiste en disant « Je ne veux rien du tout. » C'est le consulat britannique qui va s'occuper de son enterrement. Et le cercueil de Bacon portait une croix, ce qui est assez ironique quand on connaît la position de Bacon au sujet de la religion. Un inconnu est parvenu, sans trop que l'on sache comment, à voler un cliché de Bacon sur son lit de mort. La photo le montre allongé sur une civière avec une étiquette accrochée autour de sa tête. On peut lire dans sa biographie que l'artiste Catherine Shakespeare Lane, une membre de son bar préféré, le Colony, a utilisé ce cliché dans un collage intitulé « Hommage à Francis Bacon ». Cette œuvre d'Herman Brown Vega s'intitule « Mémoire » et date de 2007. On y retrouve toute la grammaire visuelle de Bacon, l'ampoule, la pampille au-dessus de sa tête, comme celle que l'on retrouve au-dessus de l'une de ses réinterprétations du pape Innocent X, l'ombre marquée derrière lui qui fait écho à l'œuvre de Van Gogh, et son double en la personne du pape Innocent X. Ce tableau est une véritable mise en abîme de l'œuvre emblématique de Bacon. Et regarder certaines œuvres d'art, c'est se plonger dans un motif qui se répète à l'infini, comme celui qu'on retrouve dans la nature, comme le chou romanesco, et qu'on appelle de manière plus scientifique des fractales. Bacon, jusque dans la mort, a fait un choix nietzschéen pour tirer sa révérence, celui de se faire crématiser en ne laissant aucune trace physique de sa présence sur Terre, et pourtant un hommage vibrant à la vie avec son œuvre. Et ce choix, d'autres immenses artistes l'ont fait avant lui. On peut citer Georgia O'Keeffe, qui a fait disperser ses cendres dans les montagnes qu'elle a tant peint et tant aimées, ou encore la peintre polonaise Tamara de Lempicka, qui a fait disperser ses cendres par sa fille. Et on peut également citer le peintre polonais Stanisław Szukalski, qui a demandé à faire disperser ses cendres sur l'île de Pâques, scène surréaliste qu'on peut retrouver dans un documentaire de Leonardo DiCaprio. De ces voyages en Europe, j'emporte toujours une leçon personnelle sous la forme de sagesse en plus.
Je m'imprègne des traits inspirants de ces artistes et je distille ça dans ma propre vie. Ce que je retiens de Bacon, c'est son amour pour les bonnes choses, celles qui lui faisaient du bien, comme les huîtres, son rire communicatif, son amour immodéré pour la vie, malgré son nihilisme bien affirmé, sa grande générosité légendaire, mais surtout, ses démonstrations d'affection sous la forme d'œuvres d'art, témoignage de son bref passage vibrant ici-bas.